pour moi, les anthropologues ont, je pense, un rôle important à jouer dans la société d'aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui, de par leur formation, sont amenés à considérer qu'il existe beaucoup de mondes possibles. Vous écoutez À la source, un podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qu'ils animent au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Je suis Roxane Bocard, je travaille au service de communication de l'Université de Liège. Dans cet épisode, je rencontre la professeure Véronique Servet. Bonjour Véronique Servet. Bonjour. Vous êtes psychologue de formation ainsi que docteur en arts et sciences de la communication. Vous êtes professeur au sein de la faculté des sciences sociales de l'ULiège, en anthropologie de la communication. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques portant sur l'étude anthropologique des relations entre humains et non-humains. Pourquoi avoir fait le choix d'une formation en psychologie au départ ? Envisagiez-vous déjà de vous concentrer sur cette interconnexion très forte entre l'humain, l'animal et l'environnement ? Alors la raison pour laquelle j'ai choisi des études de psychologie au départ, c'est que je n'arrivais pas à me décider. Et j'avais une attirance pour la philosophie, mais aussi une attirance pour la biologie. Et la psychologie réunissait ces deux matières, en fait. Donc j'ai fait ces études de psychologie que j'ai adorées, en fait. J'ai vraiment adoré mes études. Ça a été pour moi une révélation de découvrir que tant de choses existaient, et tant de gens faisaient des études sur tellement de choses. Enfin, ça a vraiment été une révélation. Donc j'ai été très heureuse durant mes études. Et j'avais envie de devenir chercheur, mais je ne savais pas tellement dans quelle direction, dans quelle voie. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait que je voulais devenir chercheur. Et puis, donc, à la fin de mes études, j'ai choisi un sujet de mémoire qui m'avait été un peu suggéré par le professeur Albert Demaret, il n'était pas professeur, mais qui était psychiatre et clinicien et ornithologue. Et il m'avait dit, tiens, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est la façon dont on utilise les animaux dans la clinique psychologique. Et lui, il le faisait, c'était vraiment un pionnier. Ce qu'il faisait, c'est qu'il avait découvert, il avait observé que quand on posait des questions à ses patients sur leurs animaux, leur relation à leurs animaux donc domestiques, de compagnie, quand il posait des questions comme ça à ses patients, des fois, ça ouvrait quelque chose, en fait. Il avait accès à toute une partie d'eux-mêmes à laquelle il n'avait pas accès dans l'entretien en général, quand il restait dans les questions sur leurs relations à leurs parents, enfin, etc. Et il m'avait dit, mais pourquoi tu n'irais pas un peu creuser dans cette direction ? Ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait mon mémoire de fin d'études ça s'appelait études exploratoires des relations entre des jeunes filles anorexiques et leurs animaux de compagnie. Toujours est-il que donc j'ai fait ce mémoire, et puis après ça, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et puis voilà, j'avais décidé de partir faire une thèse aux États-Unis, mais un peu toute seule, quoi, parce que je ne voyais pas trop comment faire, par où prendre les choses. Le chemin normal, c'est quand même que souvent, quand on est étudiant, on est repéré par un prof, et puis le prof vous fait une proposition, vous dit tiens. Et moi, ça ne m'était pas arrivé. C'était arrivé à des collègues à moi qui étaient dans la même année, mais moi, ça ne m'était pas arrivé. Et donc, je me disais, c'est pas grave, je vais partir faire une thèse aux États-Unis. Et donc, j'avais commencé à aller à Bruxelles pour consulter toute la documentation. Parce que bon, il n'y avait pas Internet, donc on a de la peine à s'imaginer le monde d'avant. Et puis, un ami m'a dit, mais tu sais, ici à l'Université de Liège, il y a quelqu'un qui s'appelle Yves Ouinquin qui est parti faire une thèse aux États-Unis, il pourrait peut-être te renseigner. Donc, je suis allée le voir avec mes projets, en me disant, tiens, voilà, j'aimerais bien... Là. Et il m'a dit, mais tu as un super profil, en fait, au cours de tes études, tu as un super profil. Pourquoi tu n'essayerais pas d'entrer au FNRS ? Et donc, j'ai fait un projet de thèse et qui a été soutenu par Yves Ouinquin au FNRS. Et donc, j'ai eu un mandat d'aspirant du FNRS et j'ai pu commencer une thèse. Et le pire, je ne sais pas, c'est marrant à quoi tient un destin, parce que j'avais été acceptée, en fait, dans une université à Berkeley chez le professeur Dolhino, qui était primatologue. Et c'était vraiment, ça faisait partie de mes top choix. Mais la lettre est partie à Belize et pas en Belgique. Donc, il y a eu une erreur, en fait, de la poste. Et donc, elle m'est arrivée à moi en Belgique, mais des mois plus tard. Je sais pas, je l'ai reçue 6 mois plus tard, 6 mois après. J'ai reçu cette lettre où j'ai vu qu'elle était partie à Belize. Et puis de là, elle était revenue en Belgique. Donc, elle est arrivée bien trop tard pour pouvoir s'inscrire. Et donc, voilà, c'est comme ça que mes projets de thèse aux États-Unis ont pris fin, avec une lettre qui s'est trompée de chemin, quoi.
Le premier chien que j'ai eu, c'était le chien que j'avais acheté sur la Batte, hein, à Liège, pour justement m'accompagner dans mon projet de mémoire. Puisque dans mon projet de mémoire, il était prévu que je mène moi-même des entretiens avec des jeunes filles, avec ou sans chien, et j'essayais de voir si, en présence du chien, la parole se libérait. Qu'est-ce que ça changeait en fait dans l'entretien psychologique, je vais dire. Qu'est-ce que la présence d'un chien pouvait changer. Et donc, je n'avais pas de chien à l'époque, donc je m'étais procuré ce chiot qui m'a accompagnée pendant 17 ans, je crois. À l'époque, les bureaux du service d'Yves Ouinquin étaient au B12, au Sartillement, et c'était un petit bâtiment, et on avait la clé. Et donc, je pouvais venir au B12 travailler quand je voulais, et ça tombait bien parce que j'étais plutôt nocturne, et donc je venais parfois travailler jusqu'à tard le soir, mais toujours avec mon chien. Et mon patron en avait marre de ce chien, mais en même temps, il n'osait pas me dire de ne pas l'amener. Il se rendait bien compte, je crois, que ce chien était important pour moi. Et il ramassait les poils d'un air un peu dégoûté, parce qu'il avait plein de poils, de longs poils, il en laissait partout. Mais il ne disait rien, quoi. Et là, je peux le remercier aussi de m'avoir autorisé à venir travailler avec mon chien pendant toutes ces années. Peu après mon mémoire, en fait, de fin d'études donc en psychologie, donc on est dans les années 90, hein, début des années 90, il se fait que le Delphinarium de Bruges avait été contacté par des parents d'enfants autistes qui avaient vu des reportages où on parlait de magie, en fait, entre les dauphins et les autistes. Et ces parents voulaient que leurs enfants puissent venir nager avec les dauphins du Delphinarium. Et eux avaient dit, c'est quoi ce truc, un peu on veut en savoir plus. Bon, peut-être d'accord, pourquoi pas, mais il faut que ça soit encadré par des chercheurs. Et ils m'avaient contacté. Parce qu'à l'époque, en Belgique, il y avait personne, en fait, qui avait un peu de compétences sur les relations entre les humains et les animaux dans un cadre thérapeutique. J'étais la seule, je crois, à m'être intéressée au sujet. Donc, ils sont forcément tombés sur moi. Et donc, j'ai accepté de les accompagner, de les aider. Et finalement, c'est devenu l'objet de ma thèse, en fait. J'ai réorienté ma thèse. Donc, on a mené une étude qui a duré donc 4 ans, où on a fait 3 groupes d'enfants, un groupe qui réalisait certains apprentissages en présence de dauphins, un autre avec un ordinateur et un troisième dans une classe. Et donc, on a comparé ce qui se passait dans chacun de ces groupes. En fait, la première année où on a fait le projet, on a eu des résultats assez spectaculaires. Les enfants qui étaient dans le groupe dauphin ont tous beaucoup, beaucoup progressé, tandis que les enfants qui étaient dans le groupe ordinateur et dans le groupe classe ont très peu progressé. Donc, il y avait vraiment une différence flagrante. Et puis, quand on a répété l'expérience la deuxième fois, les résultats n'étaient pas significatifs, en fait. Les enfants n'avaient pas, qu'ils soient dans un groupe ou dans un autre, il n'y avait pas vraiment de différence. L'explication que j'ai trouvée, ce qui m'a paru le plus vraisemblable, c'est qu'en réalité, dans le premier cas, on ne savait pas trop comment procéder, parce qu'on était tout à fait pionniers, en fait, là-dedans. Ça avait très peu été fait, donc on ne pouvait pas vraiment s'inspirer de ce que d'autres avaient fait. Et donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on faisait ? On essayait un truc, puis on regardait comment les enfants réagissaient, puis on s'ajustait. Mais en s'ajustant comme ça, finalement, on a construit quelque chose avec les enfants, en fait. Donc, ils ont été vraiment partie prenante, ils ont été inclus dans le processus, et le résultat a été quelque chose qui leur convenait. Par contre, la deuxième année, on savait comment faire, on avait notre protocole, on l'avait testé, enfin, il marchait bien, quoi. Et donc, on a appliqué ce protocole à des enfants qui, eux, étaient quand même assez différents des autres. Et on les a plus écoutés. Au contraire, en fait, quand ils rentraient pas bien dans le protocole, on était embêtés, on disait oh là là. Et donc, on a essayé de les corriger pour qu'ils rentrent dans le protocole, mais c'était plus du tout la même démarche, en fait. Et donc, une des leçons que moi j'en ai tirées et qui m'a servi jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est que dans ce travail avec les animaux, il s'agit pas c'est pas un médicament qu'on pourrait appliquer comme ça à tout le monde, en fait. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça aussi que c'est difficile à prouver et à démontrer, parce que si vous prenez des grands groupes et que vous standardisez, en fait, le fait de prendre des grands groupes, de faire une standardisation de l'action, si on fait la même chose avec tout le monde, on fait disparaître en fait le potentiel thérapeutique de la rencontre. Donc ça explique pour moi en partie pourquoi ce qu'on appelle l'evidence-based medicine fonctionne assez mal pour évaluer, pour mettre en évidence les effets positifs des animaux. L'anthropologie est perçue comme une discipline un petit peu exotique, comme ça. Et autant la sociologie peut attirer des jeunes qui ont envie de changer la société,
qui vont s'emparer des outils d'analyse critique de la sociologie pour changer la société. Autant l'anthropologie ne porte pas du tout cette image. Et les jeunes nos étudiants qui sont intéressés par l'anthropologie, le sont, je crois, tous pour des raisons assez différentes. Parce qu'en réalité, l'anthropologie aujourd'hui, c'est une discipline extrêmement vaste. Ça va de l'anthropologie de l'exotique jusqu'à l'anthropologie qu'on appelle des mondes contemporains ou l'anthropologie du proche, où on va s'intéresser aux gens qui sont en dessous de chez soi, quoi. Donc ça n'est plus nécessairement une discipline exotique. Et je crois que ce qui intéresse nos étudiants dans le métier d'anthropologue et dans ces études-là, c'est notamment le fait qu'il y a une mobilisation importante de soi-même, en fait. Quand on fait de l'anthropologie, on est amené à faire du terrain, à rencontrer des gens, et on est aussi amené beaucoup à travailler avec soi-même. Et donc, un des instruments clés de l'anthropologue, c'est son journal de terrain dans lequel il va noter, prendre des notes de tout ce qui lui arrive. Et il va se trouver dans des situations parfois difficiles, imprévues. Il va devoir faire face à des choses pas toujours agréables, à beaucoup d'ennuis. Donc, il y a beaucoup d'improvisation. Pas de l'improvisation, si quand même, de l'improvisation, trouver des solutions. Il faut être à l'écoute. Et alors, il faut être prêt à ne plus savoir quoi croire, quoi penser. Quand on revient de 6 mois sur le terrain en Papouasie ou au Gabon ou au Brésil, où on a vécu avec des gens qui ont des cultes tellement différents et qui vous amènent à vivre ce qu'ils vivent. Parce que, en fait, pour pouvoir comprendre, on est amené à participer, donc à vivre aussi ce que vivent ces gens, et donc à éprouver la même chose, à ressentir la même chose. Donc, à la fin, je crois qu'il faut être prêt à se dire, en fait, je ne sais pas quoi, je ne sais pas s'ils ont raison, s'ils n'ont pas raison, mais la question n'est pas là. Mais ça met quand même pas mal en doute tous les préjugés ou les croyances préalables avec lesquelles on arrive sur le terrain. Et généralement, on est bousculé, quoi. La question de la transmission, c'est une question qui me tracasse, qui m'occupe un petit peu. Donc j'enseigne à l'université, j'enseigne à tous les niveaux, depuis le bac 1 jusqu'au M2. J'ai des étudiants en mémoire, j'ai des étudiants au doctorat. Et donc, il y a une chose que j'essaie de leur enseigner, c'est le goût de la recherche, un goût pour la connaissance, aimer savoir, aimer connaître, aimer découvrir, avoir envie, en fait, de savoir et de comprendre. Pour moi, là, ce que j'enseigne, ce n'est pas juste une matière, en fait. C'est plus que ça. C'est des outils pour comprendre le monde, c'est des outils pour se comprendre soi. Donc, je me dis toujours que ça devrait, à un moment ou à un autre, pas tout le temps, mais à un moment ou à un autre, faire sens pour eux, quoi. Qu'ils se disent, ah oui, ça parle de moi, quoi. Ça me concerne, je me retrouve là-dedans, et donc ça va m'intéresser. Et par rapport mes cours sur l'anthropologie de la nature et des animaux, par exemple, qui est évidemment un des cours dans lequel j'investis le plus, puisque c'est mon domaine de recherche, maintenant, j'ai décidé d'envoyer les étudiants rencontrer un arbre toutes les semaines et tenir un petit carnet et les amener à réfléchir sur leur propre relation à la nature et utiliser le cours, évidemment, pour analyser ça et en quoi culturellement j'ai été préparée à voir les choses comme ça. Et l'idée, c'est de faire un enseignement qui ne soit pas purement intellectuel et purement des connaissances détachées, quoi. Mais que ces connaissances-là, elles puissent aussi être intégrées, être vécues, être expérimentées, et que ça fasse partie de leur expérience. Merci beaucoup Véronique Servet. Vous venez d'écouter un podcast de la série À la source, proposé par l'Université de Liège. Pour plus d'informations concernant la formation en anthropologie de la communication, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Retrouvez d'autres podcasts de la série sur le site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt!